sans faire d'angélisme, et je comprends bien la logique d'un impôt démocratique, il faut bien se rendre compte qu'effectivement, les entreprises ne votent pas et les entreprises recherchent à trouver le meilleur positionnement par rapport à leurs concurrents. Donc ça implique différentes choses. Ça implique notamment qu'effectivement, elles vont aller vers des dispositifs légaux présents dans différents États qui sont tous forts de leur souveraineté fiscale et vont chercher dans ces pays-là à trouver, quand elles peuvent s'y établir, évidemment, quand elles sont mobiles, la meilleure situation fiscale les concernant. Donc c'est ce qu'on observe effectivement depuis un certain nombre d'années. Depuis 2011, on se pose la question, comment peut-on faire pour assurer un système qui soit plus équitable, dans lequel on puisse régler cette situation de concurrence potentiellement déloyale entre États, puisqu'en fait c'est ce dont on parle, la concurrence fiscale, elle provient des États principalement, elle ne provient pas des entreprises, et elle est utilisée par les entreprises à qui on va demander aujourd'hui d'être de bons citoyens, d'être équitables et de se positionner dans un environnement qui n'est pas le leur, puisqu'elles, encore une fois, recherchent du profit. Alors, sur cette base-là, effectivement, qu'est-ce qu'on a envisagé? On a un empilement de règles et de bonnes intentions qui viennent au fur et à mesure pour permettre d'assurer pour les États un flux de revenus le plus régulier possible, leur permettre de se désendetter, leur permettre de réaliser leurs objectifs en tant qu'État. Et puis pour les entreprises, un système dans lequel finalement on les laisse systématiquement relativement extérieurs, puisque on leur demande d'arbitrer finalement un arbitrage qui est impossible, puisqu'on leur demande de se positionner, puisque les États ne sont pas capables entre eux de se mettre d'accord sur ce que va être un juste impôt. Alors, je vais juste venir sur pourquoi, pour moi, en tout cas, l'Axis me semble être une très très belle idée, hein, quelque chose de très bien, mais que je pense qu'on n'est peut-être pas sur un sujet qui est, mobile et qui justement a évolué avec le changement économique et le changement de la globalisation en cours, et où en fait on est peut-être encore dans un raisonnement des années 60, 70 comme on l'a dit, et peut-être pas encore au fait des enjeux. Ce qui d'ailleurs est aussi un peu le cas du projet BEPS, de l'OCDE, puisqu'on parle de l'érosion de la base fiscale imposable, alors qu'elle a déjà eu lieu depuis bien longtemps, et que finalement l'OCDE, avec son accord multilatéral signé et en cours de ratification, bien, il y a un standard minimum qui est effectivement atteint par beaucoup de pays, mais ce standard minimum n'est pas un standard maximum. Et donc, ce qu'on entend comme étant les grandes avancées du projet BEPS, en fait, se heurte derrière à la volonté des États de renoncer à leur concurrence fiscale et à leur attractivité, ce qui n'est pas naturel pour eux. Donc, moi, il y a un premier point que je vois dans cet empilement de normes et sur lequel je veux intervenir, c'est le fameux country by country reporting. Donc, dans le cadre du projet BEPS, on a dit, et la France a déjà adopté la législation, on a dit que les grandes entreprises de 750 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc on est effectivement sur cette même notion de chiffre d'affaires qu'on retrouve dans le projet Axis, vont devoir soumettre un dossier complet, pays par pays, donc la société mère ou une autre société du groupe qui aurait l'obligation va soumettre cette information pour permettre derrière à l'ensemble des administrations fiscales d'obtenir son propre dossier avec les informations et pouvoir comparer la situation. Donc on a créé au travers de ce country by country reporting l'idée que finalement ça mettrait un terme à une forme de concurrence fiscale, puisque les administrations fiscales vont pouvoir voir dans quelle mesure leur voisin allemand finalement est bien mieux traité par le régime des prix de transfert que la France, peut-être pour des raisons qui relèvent des taux d'imposition. Alors on ne va pas aller jusqu'à l'Irlande, jusqu'à des pays qui ont effectivement des taux d'imposition bien moins importants. Alors il y a un problème pour moi qui est important, c'est de voir qu'effectivement dans le contenu aujourd'hui du CBCR, on a toutes les informations qui sont pertinentes pour permettre d'appliquer une forme de formule, comme on l'a vu, donc la fameuse équation merveilleuse, qui permet de savoir où est-ce qu'on va devoir positionner les choses. Donc ça veut dire qu'on va avoir pendant une période de temps des administrations fiscales, par exemple l'administration fiscale française, qui peut-être le fait déjà, qui vont avoir tendance à se dire finalement, est-ce que je ne devrais pas appliquer cette fameuse formule, dont on ne sait pas encore ce qu'elle sera, mais avec ces trois principaux critères, et puis finalement écraser la notion commune qui est celle des prix de transfert, donc du principe de prix de pleine concurrence, alors qui est un principe qui nous a été communiqué par les Américains principalement, sortis de la guerre,
Et donc, est-ce qu'on n'a pas cet intérêt, nous, en tant qu'administration fiscale, de se dire finalement, on va regarder, on va se demander si les choses sont justes ou injustes, on va appliquer cette règle, et puis on en tirera des conclusions. Ça veut dire qu'on va aller vers les entreprises, demander une base imposable plus importante, non pas sur des critères qui sont les critères actuels, mais sur la base de critères qui sont des critères non encore établis, mais qui reflètent cette idée de justesse. Donc là, ça veut dire qu'on va, pendant en tout cas toute une période potentiellement longue, toute la durée de l'ACCIS, puis après donc, dans la consolidation, après sur l'application de cette fameuse méthode, si elle est mise en place, on va avoir effectivement peut-être un double jeu, c'est-à-dire une base officielle, légale, l'application des prix de transfert, des règles des traités, et puis de l'autre côté, l'application d'une formule qui en fait n'existe pas. Voilà, donc ça c'est pour dire qu'effectivement, là, on se trouve dans une logique de conflictualité, puisque le contribuable, lui, à partir du moment où sa politique de prix de transfert est juste et qu'il peut justifier sur la base de la règle du jeu que ce qu'il fait est conforme, va se retrouver pris avec des discussions qui ne seront absolument pas dans la règle du jeu actuelle. Donc, prise en otage, entre guillemets, du groupe et conflit potentiel, puisque une imposition en France, évidemment, c'est bien. La question, c'est comment est-ce qu'on fait pour régler la double imposition, puisqu'on a une imposition de l'autre côté de la transaction qu'il ne faut pas oublier. Voilà. Donc ça, je pense que c'est un point qui est assez important. Alors, en plus, le CBCR, et donc c'est là où on retrouve cette logique un peu démocratique, où finalement les États, comme ils ne peuvent pas se mettre en accord entre eux sur une base fiscale qui soit juste, vont éventuellement, et donc c'est le projet notamment de la directive européenne, vont demander à ce que le CBCR soit public et donc que toutes les sociétés qui sont implantées dans différents États indiquent aux résidents d'un État, enfin aux citoyens d'un État, ce qu'elles payent effectivement comme fiscalité. Donc là, on se retrouve pour le coup livré en pâture à l'absence complète de règles, puisque finalement, quelle appréciation vont-ils pouvoir porter sur des questions qui sont aussi compliquées? Alors après, il y a un autre point, moi, qui me paraît compliqué aussi, dans la perspective qu'on a, c'est de se dire finalement qui va être dans le cadre de l'ACCIS, parce que ça on n'en a pas parlé, mais c'est vrai qu'on sait qu'il y a le Graal européen qui sera l'aboutissement ultime. Alors on a vu combien de temps on a mis sur la TVA, donc on se demande combien de temps on mettra sur le Graal ultime, mais on peut se dire que ça risque d'être long. Et avant ce Graal ultime, on a donc une position intermédiaire qui serait celle de la consolidation, donc un seul C au fameux ACCIS, et où là effectivement on va se dire qu'on va pouvoir avancer sur une harmonisation de base fiscale. Alors, le point qui est important, c'est celui de se dire, finalement, on va avoir des États, naturellement, qui vont pouvoir se mettre en route en commun. On a parlé de la France, on a parlé de l'Allemagne. On va parler de tous ceux qui ont à peu près un taux qui sera soit élevé, soit dans la moyenne européenne. Mais par contre, tous les taux qui sont en dehors de la moyenne européenne ne seront pas couverts par l'ACCIS. Donc ça veut dire que tous les points, comment dire, les trous de notre système fiscal, européen en tout cas, vont rester. Et donc on va avoir d'un côté des pays qui vont se dire, alors qu'ils ont le même taux entre eux et que finalement ils sont harmonisés, et effectivement il n'y a pas d'intérêt à délocaliser ou à positionner les actifs de façon différente. On va raisonner avec le reste des pays européens qui seront en dehors de l'ACCIS sur des règles de prix de transfert, et où là, évidemment, on va maintenir exactement la même situation, puisque les règles de prix de transfert qui s'appliqueront, par exemple, entre un pays hollandais qu'on a dit tout à l'heure, ou une non-resident Irish pour les situations de Google et consorts, ne sera pas en fait traité par le système d'ACCIS. Donc, ce qu'ils percevront par le biais des prix de transfert en moins de la base commune qui sera effectivement à répartir entre les pays, ces montants-là resteront en moins. Et donc, il n'y a pas vraiment, on ne voit pas tellement quelle efficacité économique on va pouvoir poursuivre. Ça, c'est un premier point. Donc, cette articulation prix de transfert ACCIS est problématique. Donc, soit on est effectivement, comme c'est le cas aux États-Unis, sur un territoire qui est harmonieux, commun, dans lequel tous les partenaires sont partie prenante. Et dans ces cas-là, effectivement, pourquoi ne pas appliquer la même, puisque l'ACCIS n'est rien d'autre que ce qui se pratique entre les États américains, la même chose que ce qu'il y a aux États-Unis. Ça fait du sens. Mais si on maintient des trous partout, on arrivera a priori à un résultat qui sera le même. On maintiendra le système finalement de délocalisation et de logique négative au plan purement économique pour les États. Pourquoi? Puisque finalement, l'ACCIS, et c'est la fameuse formule qu'on a regardée, elle parle du capital, donc elle regarde
des choses qui sont effectivement matérialisées et localisables, chiffre d'affaires, salariés, capital, et donc sur les bases des discussions qui sont en cours à l'OCDE et sur le CBCR, sur le BEPS, on sait bien qu'aujourd'hui, on va regarder de plus en plus la localisation des incorporels. Or, les incorporels ne sont pas dans le champ des éléments qui sont pris en compte par l'ACCIS. Donc, on voit que les États, enfin les sociétés auront deux jeux. Le premier, ça sera de jouer évidemment sur l'application de la règle. Et donc, je suis d'accord sur l'idée de dire que là où il y a les ventes, c'est peut-être là où il faut quand même localiser le plus. Et puis ensuite, par le jeu des prix de transfert, et donc de se dire que je vais faire créer de la valeur, contribuer des incorporels en dehors de la zone qui est la zone de l'ACCIS. Et donc ça, c'est un point qui est très important, puisque finalement, on se dit que ça ne risque d'être une très grande tempête dans un verre d'eau. Alors, de là, pour être rapide et finir, finalement, de quoi est-ce qu'on parle? On parle d'un impôt, comme vous le disiez très justement, Madame Ducotet, d'un impôt qui est l'IS et qui est un seul élément d'imposition, qui finalement est un contributeur relativement faible au budget de l'État, si on regarde. Ce qu'on a aujourd'hui comme difficulté, c'est qu'on se rend compte que la taxation au pays d'origine, puisque c'est ça le principe de la souveraineté des États, devrait être le principe applicable, chose qui justement a été un peu mise à mal avec les conventions fiscales et notamment les principes de prix de transfert. Et donc peut-être qu'un axe de réflexion, d'ailleurs qui correspond à la proposition de la France actuellement sur la TVA, serait de regarder dans quelle mesure la suppression des retenues à la source à l'intérieur de l'Europe est quelque chose qui effectivement est juste et ne crée pas de difficultés, puisque là, effectivement, on taxe des flux de sortie. Et donc là, sur les intérêts, redevances et dividendes, on parle de flux de sortie. On a aujourd'hui des trous qui sont très largement utilisés dans les plannings fiscaux des groupes, notamment américains. Et puis, on a également un impôt qui relève du génie fiscal français à l'origine, qui est la TVA, et qui présente l'avantage d'aller taxer des revenus là où ils sont générés. Et alors, aujourd'hui, on a des règles de déduction, etc., donc, qui sont aujourd'hui, dans la façon dont la TVA est construite, un facteur d'évasion fiscale important, mais qui reste quand même un impôt extrêmement efficace et qui, lui, pour le coup, on le voit, est un contributeur important au budget de l'État. Après, il y a un autre point qui, moi, me semble être vraiment nécessaire de considérer, c'est la relation entre les administrations fiscales et les entreprises. Les gouvernements sont élus démocratiquement par les citoyens, on est bien d'accord. Les entreprises, elles, sont des émanations qui ont pour but de développer l'économie. Et donc, c'est vrai que les laisser systématiquement en dehors du débat économique et de la façon dont elles vont pouvoir, en étant des bons contributeurs d'impôts et en acceptant le principe d'un paiement d'un impôt, puisque c'est considéré comme étant juste, comment est-ce qu'elles vont pouvoir être elles-mêmes incluses dans le champ des discussions et dans le champ de la réflexion pour voir comment faire en sorte finalement de ne pas imposer quelque chose qui vienne de l'État et qui soit une pure imposition, mais de créer une fiscalité et un environnement juridique et fiscal qui soit beaucoup plus compétitifs et qui leur permettent de devenir demain des grands groupes internationaux capables d'affronter la concurrence internationale.